Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans celle-ci, j'aimerais vous faire découvrir la mini-série Masada, qui est, je trouve, tombée dans l'oubli et qui mérite un nouveau regard. C'est la première fois que je m'essaye à ce genre d'exercice, puisque d'habitude la série c'est quelque chose qui ne me parle pas vraiment, donc n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. Bonne vidéo! Donc Masada est une mini-série américaine en 4 épisodes de 1h30 chacun. Elle fut diffusée en avril 1981 aux États-Unis sur ABC et en septembre 1983 en France sur Antenne 2, actuelle France 2. Basée sur le roman Les Antagonistes de Ernest Gann, elle retrace de façon romancée le siège de la forteresse de Masada en actuel Israël par les troupes romaines de Lucius Flavius Silla. Les productions Caylus présentent le cours d'histoire chiant que tout le monde zappe. A l'origine, Masada est une citadelle juive aménagée entre 37 et 15 avant Jésus-Christ par Hérode. Oui, celui qui a fait exécuter tous les bébés de Judée, vous savez, un mec charmant. Pour se défendre en cas de rébellion ou de guerre avec l'Égypte. En l'an 66 de notre ère, au cours de la première guerre judéo-romaine, la forteresse, occupée par les Romains, fut prise par les Zélotes, un groupe de juifs révoltés contre l'occupant romain. Le général romain Lucius Flavius Silla fut donc envoyé pour régler le problème. Il fit bâtir par ses légions une immense rampe pour amener un bélier sur tour aux portes de la forteresse, et il parvint finalement à la prendre en l'an 73. Seulement, une fois rentrés à l'intérieur, les soldats romains découvrirent que tous les occupants s'étaient suicidés, préférant la mort à la reddition. Le projet d'adapter cet événement en mini-série fut lancé par ABC suite au succès d'autres mini-séries historiques à la même époque, telles que Racine, Holocauste et surtout Shogun. C'était à l'époque de sa sortie la série télévisée la plus chère qui soit, avec un budget de 20 millions de dollars. Décision courageuse si on considère le fait qu'à l'époque le péplum était vraiment dans une très mauvaise passe, puisque l'échec de grosses productions comme Cléopâtre ou la chute de l'Empire romain l'avait complètement fait tomber en désuétude et il faudra attendre Gladiator au début des années 2000 pour que le genre se relève. La réalisation est due à Boris Sagal, surtout connu pour son film Le Survivant avec Charlton Heston, qui est un pionnier du genre post-apocalyptique. On retrouve dans cette série un casting de fous furieux, avec Anthony Quayle, connu pour la chute de l'Empire romain et les canons de Navarone, David Warner, que vous avez pu voir dans Titanic, L'Antre de la Folie et le meilleur film Star Trek, qui a d'ailleurs obtenu un Emmy Award pour son interprétation d'officier romain fourbe aux dents qui rayent le plancher. Et surtout, Peter O'Toole, qui, malgré des rôles remarqués dans Le Dernier Empereur, La Nuit des Généraux et plus récemment Troie et Ratatouille, reste surtout connu pour son interprétation de Laurence d'Arabie dans Laurence d'Arabie. Ouais. Chacun des 4 épisodes d'1h30 évoque une étape du conflit. Dans le premier épisode, on assiste à l'installation de la rébellion juive dans la citadelle de Masada. Le général Lucius Flavius Silla, étrangement nommé Cornelius au lieu de Lucius, je ne sais pas pourquoi, tente alors de négocier avec Éléazar ben Yair, en espérant que j'écorche pas trop son nom, le leader de l'insurrection pour négocier une trêve. Toutefois, l'empereur Vespasien... zéro, c'est nul. L'empereur Vespasien annonce donc la guerre ouverte. Dans le second, les Romains réduisent en esclavage des villages juifs environnants afin de construire une rampe pour mener leurs béliers aux portes de la forteresse. Les insurgés tentent de saboter les opérations, notamment en empoisonnant les sources et les béliers des Romains. Le troisième épisode est marqué par le putsch de Pomponius Falco, un homme d'État opportuniste qui remplace le général Silla et ordonne d'exécuter des juifs en les catapultant dans la forteresse, tant que les insurgés continuent à résister. Enfin, le quatrième nous offre l'attaque directe des Romains sur la forteresse et le suicide désespéré des insurgés. Et en parallèle de cette histoire, on suit l'histoire d'amour improvisé du général Silla et d'une jeune juive qu'il a rencontrée sur place. En termes d'histoire, on peut dire qu'on a à boire et à manger. L'histoire se tient bien et la rivalité tacite entre Silla et Éléazar est plutôt bien traitée. Bon, en revanche, la romance entre le général et la jeune juive est relativement superficielle et s'intègre un peu maladroitement à l'histoire principale, je trouve. Mais rien de gênant, bien sûr. Le tout s'avère fluide, agréable à suivre, même si je trouve le second épisode un peu en dessous des autres. J'aime également beaucoup le contraste entre Silla, général noble, respectueux à l'égard de ses adversaires, et Falco, qui est le représentant parfait du militaire salopard et sans scrupules, prêt à peu près toutes les bassesses pour gagner en pouvoir.
Comme dans beaucoup de films de l'époque, on peut déceler en filigrane une critique de la guerre du Vietnam, avec une petite équipe de résistants déterminés capables de tenir tête à une puissante armée implacable. Enfin est aussi présent une critique du fanatisme religieux, avec le personnage de Éléazar qui paraît plutôt agnostique, voire carrément athée, et qui utilise la croyance aveugle des Romains contre eux, en empoisonnant leurs sacrifices. Bon, évidemment, la notion d'athéisme est complètement anachronique pour l'époque, mais bon, passons. Niveau acteur, tous les seconds rôles se débrouillent très bien. David Warner, comme je disais, est juste merveilleux de sadisme et de saloperie. Tu amènes de l'eau à mon moulin? Tu ne peux pas être certain et les faits sont contre toi. Barbara Carrera, qui est une ancienne James Bond girl d'ailleurs, se débrouille plutôt bien, même si son personnage est relativement effacé, de même qu'Anthony Quayle, qui est très juste en second, juste, courageux, effacé, etc. Quant à Peter Strauss, qui n'a rien fait d'autre de sa carrière, il se débrouille plutôt bien. Quant à Peter O'Toole lui-même, d'un côté son jeu convient bien à cet officier romain désabusé, dégoûté de la guerre, mais en même temps il manque souvent d'énergie et paraît assez apathique, et à d'autres moments il est complètement en surjeu. Ça s'explique sans doute par les nombreux soucis d'alcoolisme et de dépression que connaissait l'acteur à l'époque. Mais bon, ça passe. La réalisation de Sagal est bonne pour de la série télé. Bon, le format 4/3 n'aide pas vraiment à obtenir quelque chose de vraiment majestueux puisque le cadre paraît assez serré, mais bon, c'était obligatoire à l'époque où les gens avaient ce genre de téléviseur et où les films qui sortaient en VHS étaient quasi systématiquement recadrés. Mais la réalisation se tient. Bon, les scènes de bataille manquent un peu de figurants des fois et la légion romaine paraît être en grève, mais on trouve beaucoup de très beaux plans et le tout se veut vraiment cinématographique. Et concernant les décors, la plupart du film se déroule dans des tentes ou dans la forteresse, ou dans des décors naturels, mais les décors à Rome font un peu cheap. Enfin, je pense pas que l'empereur accueillait vraiment ses sénateurs dans un petit salon avec des chaises en bois. Je veux dire, les décors du livre 6 de Kaamelott avaient quand même plus de gueule, quoi. L'imposant ne le dispute-t-il pas, la majesté? Non, mais non! Non? La musique est signée Jerry Goldsmith, qui est un grand nom de la musique de film qui a travaillé sur des chefs-d'œuvre comme La planète des singes, Papillon, Chinatown, Gremlins, Star Trek, Alien, La canonnière du Yangtze, Basic Instinct, Total Recall, etc. Hormis le thème principal, les musiques ne sont pas particulièrement marquantes, mais accompagnent très bien le film. Et c'est tout ce qu'on leur demande. Un petit mot sur la VF, enfin. Même si c'est de bonne qualité, on regrettera le fait qu'il n'y ait pas l'introduction en voix off. Masada, the Hebrew word meaning fortress. Thousands of people from throughout the world daily tour the giant cisterns, the ruins of the vast storerooms, the synagogue, and the palaces of this once impregnable citadel. Je ne sais pas d'où ça vient, sachant qu'apparemment Shogun a le même souci. C'est bizarre, mais bon, c'est l'intro, c'est pas important, c'est pas intégré au récit. Mais à part ça, la VF est très réussie. Sur Peter O'Toole, on retrouve Jacques Thébault, qui est surtout connu comme la voix de Roy Scheider et de Steve McQueen. Imaginez ce que vous voulez. Occupez-vous de votre secteur et moi du mien. Qui se débrouille très bien. Vespasien est le premier homme à accomplir décemment sa tâche depuis un demi-siècle. Beaucoup ont servi sous lui parmi vous, et vous lui avez tous juré fidélité. Si vous ratez votre coup, la sanction prévue est la crucifixion. Même si j'avoue que j'aurais aimé avoir Jean Pia, comme à la bonne époque de Laurence d'Arabie, mais bon, passons. Je ne sais pas jouer de la lyre, mais je peux faire un grand état d'un petit village. Comment? Thémistocle, mon général, un philosophe athénien. Sur Peter Strauss, on trouve Pierre Arditi, qui est aujourd'hui surtout connu en tant qu'acteur, mais qui a commencé dans le doublage, en étant notamment la voix de Superman. Ouais. Voilà, j'espère que ce petit incident ne vous dégoûtera pas du transport aérien. Les statistiques démontrent que c'est encore celui qui comporte le moins de risques. Bien sûr. Nous avons appris un jour que Caligula avait fait de son cheval favori un sénateur. Et nous voyons que dans cette Rome, il n'y a rien de changé. Car Vespasien n'a-t-il pas déchaîné son singe favori et fait de lui le gouverneur général de la Judée?
Sur Barbara Carrera, on trouve Claude Chantal, que vous connaissez sans doute comme étant la voix de McGonagall dans les films Harry Potter, et de la princesse Leia dans... Oh. Bienvenue à Poudlard. Bien, dans quelques instants, vous franchirez ces portes et vous vous joindrez aux autres. Non, il faudrait qu'elle soit folle, mais cela ne la surprendrait guère. Et sur David Warner, on trouve Francis Lax, célèbre Hutch de Starsky et Hutch, et Yann Solo dans la première trilogie Star Wars. Piloter un engin dans l'hyperespace, c'est autre chose qu'une moissonneuse batteuse. Suffit d'un millième d'erreur de calcul et la trajectoire passe à travers une étoile. Au plus tard au 20e. Comment s'appelle le chef déjà? Et on peut reconnaître dans les seconds rôles, entre autres, la voix de Raymond Loyer, voix française de John Wayne. Écoute-moi bien, mon petit José. Tu baisses les ménagères, bien, tu dois avoir le cul qui brille, mais c'est pas ça qu'on appelle la classe. Et durant combien de temps le général Silva pourra-t-il payer ses taxes en puisant dans ses fonds personnels? Je m'interroge. En conclusion, je vous recommande vivement cette mini-série, surtout si vous êtes fan de Peplum ou de films historiques comme moi. C'est vraiment la preuve qu'on n'a pas attendu Game of Thrones pour avoir des séries épiques aux ambitions cinématographiques, et c'est cool de se dire qu'aujourd'hui on puisse en faire l'expérience sur un grand écran avec une bonne qualité, contrairement à l'époque. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!